Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le troisième webinaire de Yomoni, webinaire de la gestion éclairée. Ce soir, nous avons pour titre Reprise économique et rebond historique, quelles opportunités et perspectives sur les marchés. Nous accueillons ce soir Alexis Nac, qui est directeur de la gestion chez Yomoni, et également Antoine Tillet, qui représente Homunity. Nous allons commencer ce webinaire sur un point macroéconomique et aborder différentes questions autour des portefeuilles de Yomoni. Puis, nous laisserons la parole à Antoine Tillet pour le laisser présenter la plateforme de crowdfunding qui est Homunity. Alexis, je te donne la parole pour démarrer sur le point macroéconomique. Merci à Charlotte. Bonsoir à tous. Alors, depuis notre dernier webinaire, je dirais le FMI, si on prend les dernières prévisions du FMI, confirme que la récession qu'on a connue, qu'on est en train de connaître, sera une récession sans précédent. En effet, le FMI estime que la croissance, le PIB mondial devrait baisser de près de 5%, de près de 13% en France, de près de 8% aux États-Unis. Donc, ce sont des niveaux de récession qui n'ont jamais été atteints. Seule la Chine devrait tirer son épingle du jeu avec une prévision de croissance de son PIB de 1% en 2020. Mais ce qui est si inédit, c'est que si cette récession est la plus profonde qu'on ait connue, elle pourrait aussi être la plus courte que l'on ait connue. Si on regarde les dernières statistiques économiques, tous les chiffres montrent qu'on a déjà un rattrapage de l'activité. Alors, si on prend en Chine, par exemple, les PMI, donc les indicateurs d'activité sont repassés au-dessus de 50. Donc, pour rappel, quand un indicateur d'activité repasse au-dessus de 50, ça traduit une expansion de l'activité. On a eu aussi un rebond de la production industrielle en mai de 4,4%, alors qu'on avait déjà eu un rebond de 3,9%. En zone euro, on a aussi des chiffres encourageants. On a également des PMI qui sont proches, c'est-à-dire des PMI, des indicateurs d'activité qui sont proches de 50, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent pas encore une expansion d'activité, ils traduisent encore une contraction d'activité, mais moins importante que ce qu'on avait connu. C'est-à-dire qu'on a quand même un redémarrage progressif en Europe. On a également eu des ventes au détail en Europe qui ont bondi de près de 20%, donc ça, c'est un signe extrêmement encourageant. Si on fait un focus sur la France, là aussi, on a eu des très bons chiffres. On a en France des indicateurs d'activité qui sont repassés au-dessus de 50, donc ils traduisent une expansion de l'activité. Et on a eu des dépenses de consommation de près de 40%, un rebond des dépenses de consommation de près de 40% en France. Donc ça, ce sont des très bons chiffres, notamment en France. Alors aux États-Unis, je dirais la situation est un peu plus mitigée, parce que la situation sanitaire aux États-Unis se dégrade, elle se détériore. Notamment parce que certains États de l'Ouest et du Sud-Ouest ont déconfiné trop tôt. Mais on a quand même, dans cet environnement, on a quand même des chiffres encourageants. On a notamment les ventes au détail qui ont rebondi en mai de près de 18%. Ça, c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint, qui était 2 fois supérieur aux attentes et qui n'avait jamais été atteint. On avait en particulier les ventes de voitures neuves qui avaient bondi de 13 millions en mai. Ça aussi, c'est un chiffre intéressant et très important parce que ça signifie que les ménages américains ont économisé pendant le confinement et ont maintenant des capacités d'épargne pour faire des achats importants. Donc, les ventes de voitures sont un indicateur très important à regarder aux États-Unis. Ce qui est important à regarder aux États-Unis aussi, ce sont l'immobilier. Et là aussi, les chiffres sont encourageants vu que les ventes de logements neufs ont rebondi de près de 17%. Et les promesses de vente ont rebondi de 44%. Enfin, le dernier rapport satisfaisant parce qu'on a eu 5 millions d'emplois créés dans le secteur non agricole. Donc ça, c'était nettement supérieur aux attentes. Et maintenant, l'économie américaine confirme qu'elle crée des emplois. Elle ne détruit plus d'emplois, elle crée des emplois. Ça aussi, c'est un renversement de tendance qui est très favorable. Le taux de chômage est encore un peu élevé parce qu'il était à 11,1%, mais il est quand même en baisse par rapport au taux de chômage précédent et il était inférieur à ce qu'on attendait. Donc, je dirais, ces signaux encourageants, ils sont dus à deux choses. Ils sont naturellement dus à un effet mécanique de rattrapage qui est directement lié au déconfinement. En effet, ça c'est logique et c'est mécanique. Si les économies se déconfinent, on a un rattrapage mécanique de l'économie. Mais c'est également aussi lié aux actions des banques centrales et des banques et des États qui ont été tout aussi spectaculaires que la crise. Et c'est ça qui est caractéristique de cette crise. Autant la crise a été sévère par son ampleur, autant la réaction des banques centrales et des États a été tout aussi spectaculaire.
Si on prend par exemple la quantité d'achat d'actifs qui a été lancée par l'ensemble des banques centrales monétaires, elle représente 8% du PIB, ce qui est 2 fois plus important qu'en 2008. Donc, on a eu des réactions des banques centrales 2 fois plus importantes et beaucoup plus rapides qu'en 2008, et c'est ça qui a soutenu la reprise. Alors, tout n'est pas réglé, hein, la reprise, je dirais la poursuite après ce rattrapage assez brusque, la reprise devrait être progressive, hein, la continuité de la reprise devrait être progressive, parce que bien, voilà, il y a encore je dirais des pics épidémiques qui vont apparaître sporadiques, qui vont apparaître à droite à gauche, hein, comme on en a vu en Chine, en Allemagne, aux États-Unis. Donc ça, c'est pas fini, on devrait avoir des nouveaux pics, peut-être une 12e vague. Donc ça va avoir un impact sur la croissance. Mais finalement, le fait que cette reprise soit progressive, paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça continue que dans ce contexte-là, il n'y aura pas d'inflation. Du coup, les politiques monétaires vont continuer à être extrêmement accommodantes et donc on pourrait entamer un nouveau cycle de croissance modérée avec une inflation modérée et des taux bas. Et ça, normalement, c'est une configuration qui est plutôt favorable, voire très favorable aux actifs risqués. Ok, merci Alexis pour ce point détaillé. Là tu nous annonces quand même pas mal de nouvelles assez plutôt optimistes. Enfin, en tout cas, c'est plutôt encourageant par rapport à ce qu'on pouvait se dire il y a encore quelques semaines. Est-ce que tu peux, on peut peut-être évoquer la performance des mandats Yomoni. Alors, on va peut-être pas revoir l'intégralité des mandats Yomoni, mais peut-être la performance du P6 et du P10 qui sont vraiment les deux profils sur lesquels déjà on a le plus d'encours, mais un qui est vraiment le profil médian avec une allocation 50% actions, 50% obligations, et puis le P10 100% actions. Comment est-ce qu'ils ont réagi sur ces dernières semaines et à quelle performance on en est? Alors, tous nos portefeuilles ont bien réagi, bien sûr, au rebond spectaculaire des marchés que j'ai décrit en introduction. Le P6, si on prend donc le profil qui est l'équivalent en effet d'une allocation équilibrée chez Yomoni, donc un profil 6 en assurance vie nette de tout frais, à fin juin, elle est à moins 2,7%. Un profil 10 qui est lui 100% exposé aux actions internationales, donc qui est notre profil le plus risqué, lui à moins 6,8% à fin juin, net de tout frais. Donc les performances sont encore négatives, mais on a quand même bien pris le rebond et on a quand même fait un très très beau chemin de rattrapage de la performance jusqu'à fin juin. Ce qui est important surtout, c'est de se comparer à la concurrence. Donc, si on se compare aux fonds diversifiés principaux, nous, on suit tous les fonds diversifiés principaux dans la base Morningstar de référence. Si on se compare la performance de nos mandats à ces fonds diversifiés en termes de couple rendement-risque, sur un an, on bat 86% des fonds d'échantillon et 95% depuis notre lancement. Donc ça, ce sont des résultats comparés à la concurrence qui reste extrêmement satisfaisant et encourageant. Ok. D'ailleurs, je pense que les clients ou les utilisateurs peuvent sur la plateforme aller comparer leurs fonds sur l'outil de comparaison de gestion des performances entre les mandats Yomoni et les fonds. Exactement, cet outil est disponible en ligne sur notre site. Ok, donc si l'envie vous en dit d'aller comparer vos SICAV ou vos FCP, n'hésitez pas, c'est à dispo sur le site de Yomoni. La deuxième question, suite aux performances que tu nous annonces, c'est de savoir comment en fait on a capté la performance dans les mandats. Donc nos clients et pas mal de nos prospects le savent, on a un mandat qui s'effectue en 2 temps, donc à la fois stratégique, à la fois tactique. On ne va pas revenir sur nos techniques de gestion, mais qu'est-ce qui s'est passé plus dans la poche tactique? Sur quel secteur la gestion a-t-elle décidé d'investir sur les dernières semaines pour capter une partie de ce rebond? Alors nous, depuis le point bas des marchés, je dirais depuis le 17 mars exactement, on a progressivement réaugmenté l'exposition de nos portefeuilles aux actifs risqués, aux actions en particulier, au fur et à mesure que les signes macroéconomiques traduisaient une reprise de l'activité. Donc on a, je dirais, au même rythme que la reprise de l'activité, on a procédé à une augmentation progressive de l'exposition de nos actions, de nos actifs risqués et des actions au sein de nos portefeuilles. Concrètement, dans un profil 6, toujours l'exemple du profil 6, donc notre allocation équilibrée, dont l'allocation de référence est une allocation composée de 50% en actions et de 50% en obligations, on est parti de 40% d'actions au 17 mars pour remonter progressivement cette exposition à 55% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est surexposé de 5% aux actions par rapport à notre allocation de référence.
Au sein des actions, on a maintenu des expositions à des secteurs cycliques, hein, je dirais, la tech mondiale, qui est un de nos secteurs favoris, et les services de télécommunications. Cette surexposition, je dirais, au tech, pour nous, elle est importante parce qu'on pense que la tech mondiale, et particulièrement la tech américaine, était déjà le secteur je dirais, qui était le moteur de la croissance mondiale, hein, de la croissance américaine, mais également de la croissance mondiale. Et ce secteur se retrouve encore plus renforcé de la crise. Naturellement, avec les nouvelles méthodes de travail, hein, qui se mettent en place, hein, on voit bien chez Yomoni et on le voit ce soir, qui va forcément bénéficier aux valeurs tech, mais aussi grâce à un environnement, je dirais, qui est favorable, avec des taux bas, des entreprises qui ont des bilans extrêmement sains et des taux bas qui leur permettent de s'endetter et de continuer à accroître leur stratégie d'acquisition et du coup d'étendre leur position quasi monopolistique. Donc nous, on pense que le secteur de la technologie a encore un bel avenir devant elle. Ok. Donner un exemple d'ETF dans le secteur des technologies? Alors nous, on en utilise deux. Hein. Dans l'assurance vie, on utilise le Lyxor World Information Technology, qui est un ETF global qui est sur les actions mondiales technologiques, hein, donc essentiellement américaines, hein, parce que, pour rappel, hein, les États-Unis représentent environ entre 60 et 70% des indices mondiaux actions. Et dans les comptes titres, on a mis le X-Tracker, donc qui est un ETF Deutsche Bank dans les comptes titres, qui est également sur le même secteur. Ok. J'ai une première question d'ailleurs sur les technologies de la part de Jérémy qui pose la question suivante. Même si la technologie US est portée par la digitalisation de l'économie, la valorisation des GAFAM sont devenues irrationnelles. Ne pensez-vous pas qu'il y a une bulle sur ce secteur et qu'il serait pertinent de les sous-pondérer dans l'allocation de Yomoni? Pour rebondir à ce que tu disais. Naturellement, non, hein, c'est ce que je disais. Nous, au contraire, on pense que c'est un secteur qu'il faut surpondérer dans les portefeuilles. Que la valorisation soit élevée, certes. Après, qu'il y ait une bulle, je ne suis pas d'accord. En fait, là, on est vraiment dans des positions. En fait, on ne paye plus quand vous achetez de la tech mondiale, vous ne payez plus la tech, je dirais, comme en 2000 ou en 2001, où on achetait des nouvelles technologies. Là, on achète des positions quasi monopolistiques qui devraient se renforcer. Et pour l'instant, rien ne peut les arrêter. Hein. Qu'est-ce qui pourrait arrêter, je dirais, l'expansion des valeurs technologiques américaines? C'est soit des lois drastiques, antitrust drastiques, mais ça, les Américains n'ont pas intérêt à le faire parce qu'ils se tireraient une balle dans le pied, hein, parce que c'est le moteur de leur croissance. Donc pour l'instant, alors même si Trump régulièrement dit qu'il va s'attaquer au monopole des GAFA, en fait, il ne le fait pas parce qu'il sait très bien que ça tuerait sa croissance. Donc ça, il ne le ferait pas. La deuxième chose qui pourrait arrêter ce monopole, c'est les Chinois. Et ça, c'est ce qu'on voit. Hein. On voit, en fait, c'est le fond de la guerre commerciale. Hein. Si la guerre commerciale dont on parle quotidiennement entre la Chine et les États-Unis, le fond du problème, c'est la guerre technologique en fait entre les Chinois et les Américains. Donc pour l'instant, ce sont les seuls qui pourraient arrêter l'expansion des techs américaines, mais ça va prendre du temps. Donc tant qu'on est dans cette configuration d'extension de la tech, en fait, ces valeurs, elles peuvent augmenter leur prix comme elles le veulent et donc augmenter encore leurs profits. Et donc tant que les profits croient, normalement les cours devraient suivre. Même à PE, si on prend les PE, à PE constant, si les profits continuent à croître, les valorisations de ces actions devraient continuer à croître. Merci pour ta réponse. Donc, on évite les comparaisons et les raccourcis un peu trop rapides avec le passé. La situation est différente, le contexte est différent. Moi, comme on parle d'investissement, de TF thématique, de cette partie tactique du portefeuille, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a pas mal de questions de la part de nos clients sur les matières. Et d'ailleurs, on a une question de Pascal qui demande si Yomoni peut exposer certains profils sur le cours de l'or, par exemple via des ETF. Alors, on peut, hein, parce qu'on en a eu par le passé. Hein. Par le passé, on a mis des matières premières en portefeuille, on a mis de l'or, du pétrole, donc c'est tout à fait possible en ETF. En revanche, nous, on est quand même, alors en plus, on apprend du passé, les matières premières sont quand même des actifs très volatiles. Même l'or, qui est un actif, une matière première dite défensive, on voit que son comportement peut être très volatile et incertain. Pourquoi? Parce que le prix des matières premières, il dépend bien sûr de l'offre et de la demande, mais il dépend de beaucoup d'autres facteurs exogènes. Il dépend notamment de la fluctuation du dollar, il dépend de la géopolitique, il dépend de chocs sur la production, et tout ça, ce sont des facteurs qu'on a beaucoup de mal à maîtriser, et du coup qui ajoutent de la volatilité et du risque à nos portefeuilles.
comme on le dit souvent, hein, Charlotte, tu le sais bien, hein, et toi aussi à tes clients, nous, notre priorité à la gestion, c'est que le profil de risque de tous nos clients soit respecté. Quel que soit le contexte de marché, le profil de risque de nos clients doit toujours être respecté. Et si on rajoute des matières premières à nos allocations, ou trop de matières premières, on risque de complètement consommer le budget de risque qu'on a alloué à chacun de nos profils de risque. C'est pour ça que pour l'instant, on les utilise pas dans nos allocations. Très clair, très clair. Après, c'est vrai que les dernières variations sur le cours de l'or ont fait réagir les gens et du coup, on se pose des questions. Donc, clairement, une poche tactique qui aujourd'hui est réactivée sur des valeurs plutôt offensives, que sont les technologies et les télécoms. Peut-être que tu voulais faire un point. Sur les télécoms, Charlotte, parce qu'en effet, les télécoms, on a plutôt l'image d'un secteur défensif. Mais en fait, si on analyse maintenant la composition du secteur des télécoms, c'est plus, en fait, ce sont les services de télécommunications. Et donc, vous retrouvez dans cet indice beaucoup de valeurs du Nasdaq, comme toutes les Netflix. Netflix est le premier exemple qui me vient. Mais vous retrouvez beaucoup de valeurs technologiques du Nasdaq, en fait, dans ces services de télécom. C'est pour ça que je le mets plutôt, finalement, dans la catégorie des valeurs cycliques offensives. Ok, très clair. Merci pour ces explications. Peut-être qu'on peut faire terminer ce point plutôt orienté gestion sur la partie risque. On a pas mal de questions. Peut-être nous présenter quels sont les risques à venir. On a eu quand même pas mal de questions de la part des gens qui nous suivent sur les perspectives boursières pour les mois à venir, même s'il est toujours difficile, voire impossible d'anticiper ce qui va se passer les marchés dans l'avenir, puisque les marchés relatent l'instant présent. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'injections de liquidités, tu le disais, par les banques centrales, par les États, et qu'en même temps, il y a quand même quelques nouvelles qui sont moyennement bonnes. On sait que beaucoup de TPE, PME ne vont pas résister au Covid, enfin post-Covid, post-confinement. On a vu que le taux de chômage pouvait en tout cas en Europe être parfois pas mal élevé. Est-ce que tout ça, entre des liquidités, des nouvelles macroéconomiques qui ne sont pas toujours, en tout cas celles qu'on voit de prime abord, pas celles que tu expliquais au début, mais est-ce que tout ça ne pourrait pas s'acheminer vers un nouveau crack? C'est une question qu'on a eu pas mal. Je pense pas, au contraire, hein, c'est ce que je disais dans mon point macro, c'est que le fait justement que la croissance soit molle, qu'il n'y ait pas d'inflation, ça permet aux politiques monétaires d'être extrêmement accommodantes. Et ça, ces injections de liquidités, elles ne sont pas dangereuses, au contraire, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour les entreprises en difficulté, hein, parce que il fallait venir en aide, et c'est ça. Par rapport à 2008, hein, c'est là où la réaction des banques centrales était extrêmement importante parce que plein de PME étaient en difficulté et elles ont pu assouplir leurs conditions financières grâce aux injections de liquidités. Et ces injections de liquidités ont évité énormément de faillites, notamment chez les PME. Et pour les États aussi, hein, les États, vous voyez, les plans budgétaires qui ont été impressionnants. Parce qu'on a parlé des politiques monétaires, on n'a pas parlé des plans budgétaires qui ont été impressionnants. On voit les plans de relance faits par les États ont été impressionnants. Et pour faire ces plans de relance, les États qui étaient déjà endettés ont dû se réendetter. Et donc, pour supporter ces niveaux d'endettement, il faut absolument que les taux soient bas. Et donc, pour que les taux soient bas, il faut absolument que les politiques monétaires restent accommodantes et de plus en plus accommodantes, je dirais. Alors, évidemment, la question à plus long terme, c'est jusqu'à quel niveau peuvent aller ces créations de liquidités. Ça, c'est très dur d'y répondre. Hein. Là, on a beaucoup de théories, et là, on rentre dans la théorie économique et monétaire. Jusqu'à quelle quantité de monnaie peuvent créer les banques centrales? Pour l'instant, on a du mal à y répondre. Si on prend l'exemple du Japon, on voit que la banque centrale japonaise a émis beaucoup plus de liquidités que les banques des États-Unis ou de l'Europe, et la situation du Japon est loin d'être dramatique. Et si on prend l'exemple des États-Unis, quand même, les politiques monétaires ont été extrêmement efficaces en 2008, hein, parce qu'elles ont permis quand même une reprise de l'économie et un cycle de croissance de 11 ans. N'oublions pas le plus long cycle de croissance aux États-Unis. Alors, des risques, moi, pour conclure sur les risques, Charlotte, donc pour moi, ça, c'en est absolument pas un. En revanche, il y a quand même des risques à court terme. Hein, on ne peut pas mettre des œillères et dire qu'il n'y a plus aucun risque sur les marchés. Sinon, on serait encore plus offensif dans nos allocations. Je dirais qu'il y a deux risques principaux qu'on identifie à court terme. C'est une éventuelle deuxième vague. S'il y avait une deuxième vague, je dirais sévère, qui oblige les États à réenclencher des plans de confinement drastiques et généralisés, ce serait dramatique pour l'économie.
Ceci dit, ce risque, il est vraiment relativisé parce que maintenant, les États sont quand même beaucoup plus prêts à affronter une deuxième vague. Je pense que s'il y avait une deuxième vague aujourd'hui épidémique, on irait plutôt vers des confinements localisés par cluster, comme on l'a vu en Allemagne ou en Chine. On n'irait pas, je pense, vers un confinement généralisé, maintenant avec les capacités de tests qui ont été énormément développées, les stocks de masques, de gel, les organisations qui se sont mises en place, etc. Donc, c'est un risque à ne pas écarter, mais à relativiser. L'autre risque, c'est sur la valorisation, parce qu'on a quand même une grosse incertitude sur la valorisation des actions. Si on se base sur les anticipations du consensus, le consensus anticipe une baisse d'environ 25% des bénéfices aux États-Unis et 30% en Europe. Si on se base sur ces estimations de bénéfices, on est revenu à des valorisations d'avant-crise, voire un peu au-dessus. Donc, on n'est pas sur des niveaux de valorisation attractifs. En revanche, mais ça va, on n'est pas non plus sur des niveaux délirants. En revanche, si les résultats déçoivent, c'est-à-dire si les résultats sont pires que ce qui est attendu, bien pire que ce qui est attendu, certains analystes parlent d'une chute réelle des bénéfices de 40%. Là, ça signifierait que les actions sont trop chères et on pourrait avoir des ajustements à la baisse à court terme, une fois plus à court terme. Alors, en général, ce que font les analystes, quand il y a un manque de visibilité sur les bénéfices à court terme, ils se projettent déjà sur les résultats de 2021. Là, c'est un peu particulier parce que les entreprises donnent très peu de visibilité, de ce qu'on appelle les guidance, donnent très peu de visibilité sur leurs résultats de 2021. Et du coup, on a du mal à valoriser sur les résultats de 2021. C'est pour ça qu'il faudra être extrêmement vigilant sur les résultats des entreprises, parce que ça peut créer un peu de stress et un peu de volatilité à court terme. Ils sont attendus pour quand ? On est en plein dedans, en tout cas, on commence. Là. Très bien. On commence à voir les résultats du deuxième trimestre. Très bien. Pour assurer un minimum de suivi avec le dernier webinaire et ce qui s'était dit, au final, on reste dans une perspective plutôt qui va vers la reprise, qui va avec la reprise économique, plutôt optimiste, avec quelques aléas et quelques garde-fous. Est-ce que, en termes d'investissement, juste pour finir ta présentation, est-ce qu'on est toujours sur des techniques d'investissement lissées ? Alors, bien évidemment, ça va dépendre, tu vas me dire, du profil, du montant investi par le client, mais est-ce qu'on est toujours sur cette préconisation d'investir en plusieurs fois sur une durée déterminée, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, ou toi, tu te sens de reconseiller aux investisseurs aujourd'hui de rentrer en sum up investing directement sur les marchés et voilà, par rapport à ce que tu nous as dit, par rapport le principe, je dirais, de gestion que je pense qu'il faut appliquer quel que soit le contexte de marché, parce que la volatilité à court terme, personne ne la connaît. Les risques, ils existent toujours. Donc, si on veut être rassuré, le timing à court terme, personne ne le connaît. Il vaut mieux, en effet, continuer à adopter ces réflexes. Même si je suis d'accord, ça peut vous coûter un peu de performance. En moyenne, ça vous coûte de la performance parce qu'en moyenne, les marchés montent. Et quand les marchés montent, ça vous coûte de la performance. Mais quand même, ça vous met à l'abri d'un gros… S'il y avait une grosse baisse le jour où vous investissez, ça vous met à l'abri de ce cas qui est rare, mais que les investisseurs redoutent le plus. Ok, donc ça nous fait gagner en sérénité, comme ça paraît d'être un argument un peu factice, mais en tout cas c'est celui qui évitera le plus les biais cognitifs et les mauvais gestes sur vos portefeuilles sur la durée. En tout cas, merci Alexis pour ta participation, pour tes précisions. On se retrouve a priori très bientôt à la rentrée. On va maintenant passer à l'introduction et à la présentation d'Hominity. Donc ce soir, on a invité Antoine Tillet. Antoine, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter et nous présenter Hominity ? Bien sûr. Bonjour Charlotte, bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Afin de me présenter succinctement, donc je suis Antoine Tillet, directeur du pôle relations investisseurs au sein d'Hominity. En quelques mots, qui est Hominity ? Donc, on est une plateforme digitale d'investissement dans l'immobilier. On est une plateforme de crowdfunding immobilier. Et on est depuis janvier 2019 également une filiale de Tikeo Capital, donc un gérant d'actifs et spécialisé en dette auprès des entreprises. On t'a fait intervenir ce soir parce qu'on a pas mal le crowdfunding est un sujet qui depuis déjà quelques années fait parler de lui et au final on se rend compte qu'on a pas mal d'investisseurs qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Ça reste un concept flou, parfois inaccessible. Est-ce que tu peux revenir sur le concept, nous expliquer ce qu'est le crowdfunding immobilier, s'il te plaît ?
Bien sûr. Alors, le concept du crowdfunding immobilier, il est relativement simple. On va avoir en fait d'un côté, on a une proposition de valeur qui est très lisible. D'un côté, on a des investisseurs, personnes physiques, comme vous, comme moi, personnes morales, qui souhaitent du coup épargner et investir de l'argent. De l'autre, on va avoir donc des acteurs de l'immobilier qui ont une problématique de fonds propres ou de quasi-fonds propres dans leur développement. Et des plateformes comme Homunity vont mettre donc en jonction ces investisseurs avec ces acteurs de l'immobilier en vue de financer donc cette problématique de fonds propres. On propose en ce sens donc un investissement très court terme qui est compris entre 12 et 24 mois, qui est accessible, transparent, donc accessible dès 1 000 € pour un investissement, et également qui donne accès à des rendements qui sont plutôt dynamiques, donc des rendements qui sont compris entre 7 à 10% annuels net avant imposition. Alors, concrètement, en fait, comment fonctionne le crowdfunding immobilier? Pour rentrer un peu plus dans le détail du concept, les promoteurs immobiliers, dans leur développement, ont besoin de financer leurs opérations immobilières. Et donc, ces acteurs de l'immobilier, lorsqu'ils vont structurer un programme immobilier, donc pour construire un immeuble, ils vont se financer sur 3 piliers principaux qui sont les suivants. Donc, on a un premier pilier qui est le concours bancaire. Donc, l'opérateur immobilier va faire un prêt bancaire vers une banque française. On va avoir également, et donc ce prêt bancaire correspond à 40% de son opération. Derrière, il va également structurer son financement avec la vente en VFA, donc c'est la vente en état futur d'achèvement, donc c'est-à-dire la vente sur plan, où là, du coup, le promoteur peut, avant même de poser la première pierre de son chantier, commercialiser des différents lots et du coup avoir des flux de trésorerie qui vont en rentrer. Mais également, le promoteur immobilier doit apporter ce qu'on appelle des fonds propres qui correspondent donc à 20% du financement de son opération. Et nous, Homunity, on va intervenir uniquement sur cette quote-part des fonds propres. Pour schématiser cet investissement, c'est comme si vous, demain, vous voulez acheter un appartement. La banque va toujours vous demander de faire un apport en fonds propres pour débloquer le concours bancaire. Et Homunity, c'est la même chose. On va du coup apporter ces fonds au niveau du promoteur immobilier. En fait, ce sont les investisseurs particuliers qui vont apporter leurs fonds propres à Homunity et Homunity qui va arriver à concurrence avec les autres sources de cash du promoteur immobilier pour lancer la construction du projet immobilier. C'est ça? Exactement, c'est bien ça. Ok, donc en fait, c'est relativement simple. Alors, quand tu l'expliques, c'est relativement simple. Ok, vous, tu parlais de banques françaises. La majorité de vos programmes immobiliers s'effectuent donc en France, c'est ça? Exactement. C'est vraiment une volonté de Homunity, c'est vraiment de financer uniquement des opérateurs qui sont inscrits en France, donc dont leur siège social est en France, et toutes les opérations sont situées en France métropolitaine uniquement. Il y a des raisons, alors peut-être de contrôle pour vous. Conformité, est-ce qu'il y a peut-être, on a beaucoup entendu parler d'immobilier, notamment, je sais que c'est pas tout à fait le même secteur, les SCPI, mais beaucoup sont partis sur l'Europe, sur l'Allemagne pour des raisons fiscales un peu plus avantageuses. Vous, est-ce qu'il y a des impacts sur ce type de, il y aurait éventuellement des impacts ou on est vraiment sur des choses très différentes? On est sur des choses très différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'on vient structurer de la dette pour des acteurs immobiliers. On a une certaine expertise chez Homunity, une certaine connaissance des acteurs en France. On vient rencontrer physiquement ces opérateurs avant de les financer. Et pour nous, le secteur, en tout cas la profondeur du marché en France, est suffisamment importante pour du coup se développer uniquement sur ce secteur d'activité. Effectivement, tu faisais un petit parallèle avec la SCPI. C'est complètement différent entre le financement en crowdfunding immobilier de la SCPI, puisque les investisseurs en crowdfunding immobilier vont détenir des obligations. Donc, on est bien sur une valeur mobilière, contrairement à la SCPI où là, on détient des actifs qui sont immobiliers. Oui, et puis le crowdfunding, on participe au financement de quelque chose qui n'est pas encore construit, alors que la SCPI, j'achète un parc immobilier qui est déjà établi et qui est déjà loué, si tout se passe bien. C'est ça. Alors, pour restituer, principalement, effectivement, on vient financer le développement d'un programme immobilier. Donc, on vient financer des promoteurs immobiliers. Et en moindre partie, on a certaines opérations de marchand de biens où là, on vient financer l'acquisition d'un actif qui est déjà existant et l'opérateur va le revendre par la suite avec une réhabilitation ou non pour du coup dégager une marge et rembourser les investisseurs Homunity du capital et des fonds. D'accord. La durée d'une opération, c'est-à-dire que moi, demain, je te passe de l'argent, j'ai envie d'investir via Homunity. Je voulais savoir sur quelle durée, à quelle durée j'investis, c'est-à-dire quand est-ce que je récupère mon prêt. Et puis, deuxième chose, à partir de quel ticket je peux commencer à faire du crowdfunding?
Alors, l'esprit de Multi, c'est de rendre accessible un produit qui était réservé avant un peu une élite, en tout cas des connaisseurs. Donc, à date, au Multi, il est possible d'investir dès 1 000 euros sur la plateforme. Et une fois que le process digital d'inscription est terminé, les investisseurs ont accès donc aux différentes opportunités qui sont présentées. Et de là, il est possible donc d'avoir la durée de l'investissement qui est visée. Donc, suivant les dossiers, ça va être 12 ou 24 mois majoritairement. Et donc, comme ça permet de piloter, en tout cas, son épargne sur du court terme, certes, mais avant de s'engager, on connaît le taux de rendement de l'opération ainsi que la durée de détention des fonds. Très clair. On a vu à peu près les moyens d'accès. Comment vous, peut-être plus dans le fond, comment vous sélectionnez les programmes, donc programme français a priori, vous êtes plutôt sur de l'immobilier résidentiel. Comment vous sélectionnez ces programmes interne en fait? Qui fait la sélection? En interne, déjà, on a plutôt une démarche qui est proactive. À savoir, au Multi, on n'est pas une maison ouverte à n'importe quel type d'acteur de la promotion immobilière, parce qu'effectivement, c'est malheureusement en tout cas une profession qui est parfois ternie d'une image assez péjorative. Au Multi, on a plutôt vocation à être dans une démarche proactive. On va lister des acteurs avec lesquels on souhaite travailler, on va les rencontrer physiquement, on va visiter les terrains, et de là va découler tout un process d'audit. Ce process d'audit, il est très complet. On va passer au crible et on a du coup des analystes en interne qui sont tant des analystes financiers, des analystes ingénieurs de la construction qui vont vérifier le promoteur, donc à qui est-ce qu'on va prêter de l'argent. Donc un audit au niveau de la structure de promotion immobilière sur une quarantaine de points. Et enfin, on va descendre au niveau du programme immobilier afin de vérifier également sur une quarantaine de points la viabilité ou non du projet. Une fois qu'on réalise cet audit, on a un go ou un no-go. On présente, si le projet est validé en interne, le dossier à un comité de sélection qui est externe à l'entreprise et qui, lui, a un droit de veto sur le financement ou non de l'acteur qui est cible. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a un taux de sélection qui est assez important, à savoir que sur 100 dossiers qui nous sont présentés, il y en a seulement 20 qui passent la première phase d'audit, donc la phase d'audit interne, et enfin 10 qui vont passer la phase d'audit externe pour après un financement sur notre plateforme. Ok, relativement clair aussi. Je suppose que c'est très encadré aussi de votre côté. Moi, je voulais savoir, au final, tu nous dis que avec 1 000 euros d'investissement, je peux avoir des rendements tout de même attractifs sur des durées relativement courtes. Donc, j'ai un effet quand même épargne un peu court terme, mais il y a quand même il n'y a pas de volatilité puisqu'on est plutôt sur le marché de l'obligation. Quels sont les risques qui sont attachés à ce type d'investissement? Qu'est-ce que je risque en fait? Et quelle dernière question, peut-être un petit peu plus patrimoniale, jusqu'à quel pourcentage de mon patrimoine financier je peux mettre dans le crowdfunding? Alors, pour répondre à toutes ces questions, comme tout investissement présentant des taux de rendement assez dynamiques, il existe du coup une quote-part de risque derrière. L'intérêt de passer, en tout cas de souscrire à des obligations via Multi, c'est de bénéficier de cette maîtrise du risque et en tout cas de l'analyse de ces différents dossiers. Pour autant, malgré ces analyses, le risque est toujours existant et je vais le préciser de manière assez claire. L'investisseur, lorsqu'il souscrit à une obligation au Multi, il peut être confronté à un premier risque qui est le risque d'illiquidité. Effectivement, comme tu le précisais Charlotte, on est sur un actif qui est non coté. Donc, on n'est pas coté sur des marchés financiers. On va prêter de l'argent à des acteurs en gré à gré. Et donc, derrière, il y a une possibilité que l'acteur, à terme de la maturité, il ne puisse pas rembourser tout de suite l'investisseur. Ou bien au cours de l'opération, effectivement, une personne qui se positionne sur un dossier de 24 mois, au bout de 12 mois, s'il souhaite sortir de son opération, il ne pourra pas. Il faudra attendre la fin de la maturité de l'obligation afin de récupérer son capital et les intérêts. Donc ça, c'est un premier risque, le risque d'illiquidité. On a également un second risque qui est plutôt un risque, on va dire, financier. Et donc, c'est-à-dire que dans le cas d'un financement d'un acteur de la promotion immobilière, il est possible effectivement que l'opérateur financé fasse défaut. Donc, c'est-à-dire que la société de promotion immobilière mette la clé sous la porte. Et donc là, pour l'investisseur, effectivement, il y a un risque partiel ou total du capital investi. Pour autant, et pour tempérer un petit peu ces propos, d'un point de vue global, en tout cas du marché du crowdfunding immobilier, si on fait vraiment toutes les plateformes confondues en France et tous les projets financés, à date, le taux de défaut de marché est inférieur en tout cas à 0,5%.
Et du coup, juste pour rebondir derrière, effectivement, c'est un produit de prime abord qui apparaît très attractif au vu de tous ces points. On reste, et ça je tiens à le préciser, parce que c'est une volonté chez Omnity d'être transparent là-dessus, on reste sur un actif qui est risqué. Et donc, d'un point de vue patrimonial, en tout cas, nous, ce qu'on vient préconiser chez Omnity, c'est toujours, de ne pas allouer plus de 10% de son patrimoine sur une stratégie en investissement crowdfunding immobilier. Donc ça, c'est un premier point. Donc, toujours, on est sur, on va dire, une ligne dans son portefeuille qui va venir dynamiser un petit peu son épargne globale. Et même au sein de cette épargne-là, donc une personne qui dit, bah, voilà, je vais investir 10 000 euros, par exemple, en crowdfunding immobilier. Ce qui est important, c'est de venir diversifier ses investissements. Sur Omnity, il n'y a pas de frais de gestion, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Donc, ça ne coûte pas plus cher de faire 10 lignes d'investissement à 10 000 euros sur des promoteurs divers et variés, sur des programmes divers et variés, sur des régions géographiques également qui sont diverses. Et donc, c'est également le deuxième conseil qu'on va venir donner aux investisseurs, c'est de venir séquencer, diluer un petit peu les fonds sur différentes lignes obligataires sur la plateforme. Donc, tu nous dis, il y a 0 frais. Enfin, nous, on a toujours... C'est un sujet qui est assez important chez Yomoni. Donc, pas de frais d'entrée, OK, pas de frais de conseil d'accompagnement, parce que je suppose que vous avez une plateforme pour accompagner les investisseurs. Mais du coup, pas de frais de gestion non plus, c'est-à-dire que ce que je mets en brut me revient en brut plus les intérêts. C'est ça. Il faudra uniquement repencher l'imposition, mais effectivement, pour côté investisseur, il n'y a pas d'intérêt. Alors, il n'y a pas de recette magique. Il faut bien qu'Omnity puisse vivre. On a une équipe qui est composée quand même d'une vingtaine de collaborateurs. Donc d'ailleurs, où est-ce que nous, on vient se rémunérer? Et là-dessus, on est également transparent sur la rémunération d'Omnity. On facture 5% d'honoraires de levée de fonds auprès de l'acteur qu'on vient financer. D'accord. Donc, en fait, ça se passe entre vous et la personne que vous financez. Mais ça n'impacte pas l'investisseur final qui sont les clients que nous connaissons. OK, très clair. Tu as anticipé sur ma dernière question qui est sur la fiscalité. Comment je suis fiscalisée une fois que j'ai fait mon prêt, j'ai récupéré ma somme d'argent. Au terme, j'ai mis 1 000 euros, j'ai fait 7% de rendement sur 18 mois. Comment est-ce que je suis fiscalisée? Comment ça se déclare? Est-ce que vous avez un petit guide pratique, une méthode? Alors, là, sur la fiscalité, pareil, comme je l'expliquais en préambule, on est sur une valeur mobilière, donc sur une obligation. La fiscalité, depuis janvier 2018, est la flat tax. Cette flat tax, et heureusement, donc c'est un impôt qui est également très lisible. C'est 30% d'imposition uniquement sur les intérêts. Et ces 30% d'imposition, ils vont se décomposer de la manière suivante. On va avoir 17,2% qui correspondent aux prélèvements sociaux et ensuite 12,8% qui correspond à l'IR, donc l'imposition sur le revenu. Et cette quote-part d'IR est la même, quel que soit le TMI, en tout cas de l'investisseur. Donc effectivement, pour des personnes qui ont une TMI assez importante, l'investissement en crowdfunding immobilier, c'est une solution d'investir avec un sous-jacent immobilier, mais une fiscalité qui reste réduite. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'option fiscale sur le revenu, c'est tout le monde au PFU et voilà. Exactement. Et pour la déclaration que tu évoquais, Omnity en interne vient déclarer, donc on vient prélever à la source pour le remboursement de nos investisseurs ce PFU. Et du coup, on a un service en interne qui vient déclarer tout ce sujet imposition auprès de l'administration fiscale en France. Ainsi, l'investisseur n'a pas de démarche particulière à faire. En tout cas, tout Omnity se charge de ce service gratuitement. OK. Donc, en fait, vous permettez un service d'accès à l'épargne totalement dématérialisé. Et en plus, vous vous occupez de la fiscalité, je dirais, à terme du montage et du rendement perçu par le client. Exactement, c'est bien ça. OK. Moi, merci pour cette présentation très claire. On tient à préciser que votre secteur d'investissement a, comme tous les secteurs, subi le confinement, a subi la crise du Covid. Mais au final, dernier petit point, après j'aurai 1 ou 2 questions d'internautes, mais au final, c'est assez vite reparti. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a fait repartir ce secteur d'activité et ce qui fait que ça marche tout aussi bien qu'avant la crise du Covid actuellement? Alors effectivement, comme beaucoup de secteurs d'activité, et notamment la promotion immobilière, a été fortement impacté par les mesures de confinement. Une majorité des chantiers ont été mis à l'arrêt. Pour autant, ce qu'on observe depuis la fin du confinement, c'est que 100% des chantiers en France ont repris. Donc ça, c'est une dimension qui est quand même assez importante pour le futur. Et autre fait également important, on va plutôt se tourner maintenant sur le côté élection municipale, puisque là, du fait du confinement, tous les maires n'ont pas pu être élus dès le premier tour. Et donc, c'était une crainte pour certains promoteurs immobiliers de ne plus pouvoir déposer de nouveaux permis de construire.
Donc là, du coup, avec le second tour des élections municipales, on a donc tous les maires qui ont été élus en France, et ça vient du coup dégripper un petit peu la machine administrative et permettre en tout cas au secteur d'activité de la promotion immobilière de pouvoir se tourner vers l'avenir et du coup de pouvoir embrayer pour la suite. Alors, ce qu'on retient également, c'est que le secteur de la promotion immobilière, c'est un secteur qui est particulier en France, puisque structurellement, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Et ça, c'est vraiment propre à ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui souhaitent faire l'acquisition de logements que d'offres disponibles en France. Et les derniers chiffres de l'association professionnelle des promoteurs immobiliers en France sont les suivants. C'est qu'il y a un manque de plus de 1 million de lots neufs sur l'année 2020. Et donc, il y a un effet de rattrapage qui sera très important, en tout cas, sur les prochains mois à venir. Ok, très clair. J'ai eu quelques questions de la part des internautes. J'ai une première question de Patrick qui nous demande en fait si le retard de chantier, donc il y a certains chantiers qui ont été mis en suspens pendant la crise, est-ce que ça a impacté? Donc les chantiers ont repris, donc du coup ça rallonge, je suppose, la durée du prêt. Est-ce que ça a eu un impact sur la performance en fait initiale du placement fait? Alors, contrairement effectivement au marché financier, on est complètement décorrélé de l'instant T. Pour autant, effectivement, ces retards ont eu un impact sur la maturité de certaines obligations, puisque on a certains chantiers qui ont accusé un retard de 2 à 4, voire même 6 mois pour certains d'entre eux. Raison pour laquelle nous, au Minity, alors pas dire qu'on a prévu les choses, mais en tout cas, les retards dans la promotion immobilière, c'est quelque chose qui est malheureusement inhérent à cette profession. Et donc, dans les contrats qu'on propose aux investisseurs, on vient toujours laisser la possibilité à l'opérateur qu'on vient financer d'activer ce qu'on appelle un droit de prorogation qui court au maximum de 6 mois. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un dossier de financement sur 24 mois, on a été, il y a eu le cas récemment, un acteur son chantier a été arrêté pendant toute la période de confinement et qui a mis un peu de temps par la suite à redémarrer. Il a fait appel à son droit de prorogation et du coup, ce contrat initial de 24 mois s'est transformé en un contrat de 30 mois. Donc, pour l'investisseur, quelles sont les incidences? Les fonds vont rester bloqués un peu plus longtemps, donc sur les 6 mois supplémentaires qui sont contractuels. Pour autant, au niveau du rendement de l'opération, il n'y a pas d'incidence particulière puisque le taux de rendement va continuer à courir sur ces 6 mois supplémentaires et donc le TRI final va du coup rester en tout cas conforme à ce qui était prévu initialement. Ok, donc une bonne illustration de ce qu'on peut en fait risquer dans des périodes très compliquées comme on les a vécues. Merci pour ces explications. J'ai une deuxième question alors de Jean-Charles que je vais te poser partiellement parce qu'on a déjà évoqué le sujet des SCPI, qu'on n'était pas du tout sur le même secteur d'investissement, mais qui demande quand même si vous allez uniquement chercher sur le secteur de l'habitation et est-ce que vous ne pensez pas à vous diversifier sur des investissements plus petits, type les parkings, les garages? Est-ce que ça fait partie des projets d'Homunity? Vous êtes vraiment purement sur de l'habitation? Alors, on est purement sur de l'habitation. Effectivement, Homunity a vraiment cet ADN qui est purement résidentiel. Pour donner, et je vais expliquer le pourquoi du comment par la suite, si on regarde le portefeuille d'Homunity, on a 80% de nos projets qui sont des projets résidentiels, promotion de logement très classique. On a 15% qui sont des dossiers marchands de biens. Donc, il y a ces opérations d'achat-revente avec ou non une revalorisation. Et dans ces 15% de l'opération de marchand de biens, on a majoritairement également de l'habitation, en moindre partie du tertiaire. Et sur le reliquat récent, sur le portefeuille d'Homunity, ce sont des opérations plutôt diverses, soit de l'acquisition foncière ou du financement structurel d'opérateurs. La raison de ce positionnement purement sur l'immobilier, c'est que c'est un secteur qui est assez résilient vis-à-vis des crises. Et également, lorsque nous, on intervient sur ces opérations de promotion immobilière de logement, on a toujours un triptyque avant l'intervention qui est un permis de construire qui est purgé de tout recours pour éliminer le risque administratif. J'évoquais du coup l'état de la vente en VFA. Donc là également, il y a un point qui est important. On ne va pas intervenir si la pré-commercialisation n'est pas supérieure à 40% du global. Et enfin, qu'un accord bancaire soit validé sur le programme. Donc, en fait, ce triptyque-là nous permet de sécuriser encore les opérations. Et voilà, l'apport, en tout cas, chez Homunity, c'est vraiment plutôt de se recentrer, de rester centré sur ce sujet qui est l'immobilier neuf résidentiel.
Ok, très clair. Écoute, merci Antoine pour ta participation et pour ta présentation de Domunity. On espère que le webinaire vous a plu. Si on n'a pas répondu, notre session s'achève ici. Ça fait déjà 44 minutes qu'on est ensemble. Juste le temps de clôturer pour vous dire deux choses. La première, si on n'a pas répondu aux questions que vous aviez posées via le lien, nous allons répondre, on s'y est engagé par mail d'ici la fin de semaine. Et la deuxième chose, c'est que le prochain webinaire aura lieu à la rentrée. Donc d'ici là, on vous souhaite un bel été, de belles vacances. Merci Alexis, merci Antoine et à très bientôt. Merci bien.